Les 36 000 fonctionnaires non identifiés ont 3 mois pour se faire enrôler. Déjà à partir de septembre, leurs salaires estimés à plus de 48 milliards de francs CFA seront suspendus provisoirement en attendant la clarification de leur situation. Cette décision du président de la transition fait suite aux conclusions du rapport du système intégré de gestion des ressources humaines. Les explications des ministres concernés par le dossier dans ce journal. Un gouvernement solidaire à l'écoute des populations pourrait bien la qualifier ainsi. La gouvernance Assimi Goïta, durant ces 5 dernières années au ministère de l'Industrie et du Commerce, tous les acteurs du domaine ont été mobilisés pour une couverture optimale du territoire national en denrées de première nécessité. Le département est également à la tête de la réussite de projets d'investissement pourvoyeurs d'emplois pour les populations maliennes. Nyanya Aliou Traoré revient sur les acquis du département de l'Industrie et du Commerce durant ces 5 ans. La signature manuelle des documents laissera bientôt place à la signature électronique pour une meilleure sécurisation des données. La certification et la mise en place de la signature électronique devront permettre à l'administration de gagner en efficacité et d'aller vers l'abandon du papier physique. Les concertations pour sa mise en œuvre se poursuivent ici à Bamako avec experts du Mali et ceux des autres pays dont le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 27 août 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kone pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir Baraksa Ouattara, bonsoir à tous. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 2e réunion du mécanisme de consultation politique entre la République bolivarienne du Venezuela et la République du Mali. Le ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont tenu à Caracas le 4 août 2025 la 2e réunion du mécanisme de consultation politique entre les deux pays. Cette rencontre a permis de renforcer les liens de solidarité, d'amitié et de coopération dans de nombreux domaines d'activité prioritaires identifiés dans le procès verbal signé entre les deux ministres à l'issue des travaux. Il s'est dégagé de ce mécanisme une identité de vue sur plusieurs questions internationales, régionales et sous-régionales. Au cours de son séjour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu en audience par le président de la République bolivarienne du Venezuela ainsi que par la vice-présidente. Il a aussi eu des séances de travail avec de nombreux membres du gouvernement vénézuélien et avec le secrétaire exécutif de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Le ministre a également rencontré la communauté malienne établie au Venezuela. B. Des conclusions de la 2e session de la Commission mixte de coopération Émirats arabes unis, République du Mali. À l'invitation des autorités émiraties, une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, comprenant notamment le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le ministre de l'Industrie et du Commerce, a participé le 18 août 2025 à la 2e session de la Commission mixte de coopération Émirats arabes unis, République du Mali. Cette session a offert un cadre idoine aux parties maliennes et émiraties de raffermir leurs relations bilatérales dans de nombreux domaines de coopération afin de hisser leur coopération économique, commerciale et financière au niveau des excellentes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays. Le procès verbal signé entre les deux parties recense les domaines de coopération d'intérêt mutuel et prévoit un dispositif d'offres ou de propositions complémentaires ainsi que la mise en place d'un mécanisme de suivi. En marge des travaux, la délégation ministérielle a rencontré la communauté malienne établie aux Émirats arabes unis. Les opérateurs économiques maliens, pour ce qui les concerne, ont eu des rencontres d'affaires avec leurs partenaires émiratis. 2.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Okone. Nous allons rester à Koulouba. L'État décide de suspendre le salaire de plus de 36 000 agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Une décision qui fait suite aux conclusions du rapport relatif au projet du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. En clair, les agents en question ne se sont pas présentés lors de l'opération représentant 4,57% de la masse salariale, soit un manque à gagner estimé à plus de 48 milliards de francs CFA par an pour l'État. Les agents ont encore 3 mois pour s'y déclarer. Pour plus de détails, écoutons respectivement le ministre de la Refondation de l'État chargé des refondations des relations avec les institutions et les ministres du Travail et de la fonction publique. Aujourd'hui, l'État paye des salaires à plus de 158 000 agents, toutes catégories confondues. Et donc, il y a un contrôle physique et biométrique qui a été effectué et qui a permis de relever que seulement 122 166 agents sont identifiés, se sont fait identifier. Et donc, il y a plus de 36 000 agents qui restent aujourd'hui non identifiés, qui ne se sont pas présentés à l'identification physique et biométrique. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que l'État paye plus de 48 milliards à ces personnes qui ne sont pas connues, qui ne se sont pas identifiées. Le problème pour nous aujourd'hui, lorsque le rapport a été produit et que le président l'a reçu, une des recommandations du rapport, c'est de donner un délai de grâce à ces personnes-là qui n'ont pas été identifiées pour que celles-ci-là, ces agents-là, puissent se présenter, régulariser leur situation. Ils pourront se présenter dans les différentes directions des ressources humaines, comme les enrôlements précédents ont eu lieu. Donc cela leur permettra de clarifier leur situation. À l'issue de cette opération de délai de grâce de 3 mois, qui est annoncée dans la lettre circulaire du 26 août 2025 du ministre de l'économie et des finances, ces salaires-là seront définitivement suspendus et seront considérés comme des agents fictifs. C'est en fait ce qui est demandé. Donc il ne s'agit pas de chasse à sorcières, mais vraiment il s'agit de prendre le taureau par les cornes pour que cette situation d'effectifs fictifs puisse disparaître de notre fonction publique. Que ce soit la fonction publique de l'État ou la fonction publique des collectivités territoriales. Toutes les dispositions idoines seront prises pour que l'enrôlement se fasse dans les meilleures conditions. Donc je crois que tous les agents de la fonction publique, que ce soit de l'État ou des collectivités, connaissent déjà leur DRH de rattachement. Il s'agit d'une suspension provisoire. Tous les agents qui viendront effectivement se faire enrôler, dont les situations seront effectivement exactes, et donc les salaires seront libérés. C'est des salaires qui vont être cantonnés au trésor, donc ils ne vont pas se perdre dans la nature, et ceux qui vont se régulariser, leur salaire sera libéré au fur et à mesure. Donc c'est vraiment cela. Maintenant, c'est au finish des 3 mois de délai de grâce que ceux qui ne se seront pas du tout présentés, que les salaires vraiment seront définitivement coupés. Vous venez d'écouter les ministres en charge de la fonction publique et celui de la refondation sur les mécanismes mis en place qui ont abouti à ce résultat. Un manque à gagner pour l'État estimé à plus de 48 milliards de francs CFA par an. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les 36 151 agents non identifiés selon le rapport du projet du système intégré des gestions, suivant les explications du ministre de l'économie et des finances. Il faut rappeler en plus de cela, comme la lettre circulaire que j'ai signée hier l'indique très clairement, il y a également dans les 122 166 agents qui sont reconnus plus ou moins aujourd'hui, qu'il y a des cas de doublons. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui se trouvent dans ces 122 000 agents et qui sont donc enrôlés 2 fois biométriquement. Donc on a les mêmes empreintes qui existent pour des agents qui sont par exemple des agents qui travaillent au niveau du ministère de l'Éducation, qui travaillent au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et qui travaillent ailleurs. Donc il y a également ces cas de doublons, de triplons, ou des cas où on a un enrôlement qui n'est pas satisfaisant parce que nous n'avons pas pu avoir les identifications comme il le faut. Donc ces cas également
seront également, les salaires de ces personnes également seront suspendus, et ces salaires ne font pas partie justement des 48 milliards 280 millions qu'on a évoqués tantôt. Donc c'est pour dire que vraiment c'est une campagne en tout cas de nettoyage quand même, si on peut le dire ainsi. Et il faut rappeler que le SIGRH également offre beaucoup d'autres opportunités. Aujourd'hui, nous pourrons désormais savoir l'inventaire donc du personnel de la fonction publique de l'État et de la fonction publique des collectivités. Nous pourrons avoir une meilleure gestion en fonction des diplômes, de l'expérience et de tout ce que les spécialistes de gestion des ressources humaines ont besoin pour pouvoir faire les nominations et tout. Donc quand même c'est un cadre très important, et je pense que périodiquement ce recensement doit se faire pour vraiment être sûr qu'à chaque fois nous sommes vraiment en phase avec les dépenses qui se font. En tout cas, tout cela rentre dans le cadre non seulement de la digitalisation mais également du contrôle et de la réduction du train de vie de l'État. Et à partir de ce soir, le RTM ouvre une page spéciale dans le journal 20h sur les acquis de chaque département ministériel pendant les 5 années de la transition. Aujourd'hui, nous nous intéressons au ministère de l'Industrie et du Commerce, un département à l'écoute des populations, afin de s'assurer de la qualité, de la quantité et de la répartition équitable des denrées de première nécessité. Instruction a été donnée au ministère de l'Industrie et du Commerce de mobiliser tous les acteurs du domaine pour une couverture optimale du territoire. Le département a, sous l'impulsion de son ministre, initié des rencontres secteur public-privé. Il est à la tête de la réussite de projets d'investissement pourvoyeurs d'emplois pour les populations maliennes. Les perspectives sont bonnes également, car le ministère se donne pour mission de faire du Mali un hub industriel. Un vœu tant cher au chef de l'État. Nyanya Aliou Traoré revient pour nous sur les acquis du département de l'Industrie et du Commerce durant ces 5 ans. La transition sous la conduite du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a 5 ans. 5 années au service de la nation malienne dans tous les secteurs de développement. Le ministère de l'Industrie et du Commerce est partie intégrante de la réussite de la politique du président de la transition, déclinée dans sa lettre de cadrage adressée au gouvernement. Le général d'armée Assimi Goïta met en relief et insiste sur la satisfaction des besoins vitaux des populations maliennes. Sur la base de ce vœu présidentiel, les gouvernements successifs s'y sont mis à la tâche. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, pour un résultat probant, un espace de dialogue public-privé a été mis en place par les soins du ministre Moussa Alassane Diallo. Le cadre de concertation est mensuel et il a permis la suspension temporaire de la TVA sur l'importation de riz, l'actualisation des structures de prix sur des produits sensibles et la sécurisation des circuits de collecte et de distribution. On peut rappeler que 14 réformes structurelles prioritaires sont en cours, avec une approche collégiale entre ministères pour plus d'efficacité. Des collaborations qui vont nécessairement aboutir sur l'atténuation de la vie chère et la protection des consommateurs. Le gouvernement a pris effectivement des mesures fortes pour soutenir le pouvoir d'achat. On peut citer, entre autres, le blocage de 25 000 tonnes de sucre des campagnes 2023-2024 pour stabiliser les prix, le maintien du prix plafond de 600 francs CFA le kilogramme pour le sucre local et 650 francs CFA le kilogramme pour le sucre importé, et aussi la suspension de l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires pour favoriser les unités locales. En matière de régulation, notons plus de 208 millions de francs CFA recouvrés au titre des amendes transactionnelles. Le nouveau cap est dessiné et traduit la volonté des autorités de bâtir une économie productive et créatrice d'emplois. Et ce sont les investissements massifs qui vont déblayer ce terrain. Et c'est déjà en marche. À titre d'exemple, l'inauguration de l'usine SDA Seydou Diogo Awa par le président de la transition. L'usine enregistre un investissement de 14 milliards de francs CFA avec 400 emplois directs et 10 000 indirects créés. La pose de la première pierre de la cimenterie CIMAF à Sikasso. Un autre investissement sur le sol malien de 25 milliards de francs CFA pour une capacité d'1 million de tonnes par an extensible à 2 millions et 250 emplois permanents, dont 100 femmes et près de 1800 emplois temporaires. Ce n'est pas tout. À Ségou,
Comptons la relance progressive de la Comatex SA. Cette unité textile emblématique est un pas de plus inscrit dans les actions nationales de la refondation, de même que le suivi renforcé de l'UMPP, illustrant ainsi la volonté présidentielle de sécuriser les filières vitales. Les perspectives sont claires au ministère de l'Industrie et du Commerce. Au programme, il s'agit entre autres de l'usine T Farakou, la construction de celle de transformation du karité à Yanfolila, la réalisation de 2 nouvelles cimenteries à Djokati et Bema, Nuro du Sahel, avec une capacité totale de 4,9 millions de tonnes par an et un investissement de 538 milliards de francs CFA générant environ 3000 emplois. Produire localement, créer des emplois, assurer la souveraineté économique et répondre aux besoins concrets des Maliens, c'est le leitmotiv de la gouvernance Moussa Alassane Diallo à la tête de ce département. Une mission quasi réussie avec l'accompagnement du chef du gouvernement. Le 28 novembre 2024, à peine installé, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a consacré sa toute première sortie officielle à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Un geste inédit qui traduit la place stratégique du secteur privé dans la mise en œuvre du point 3 de la lettre de cadrage présidentielle. L'approvisionnement des marchés, la maîtrise des prix des denrées de première nécessité et leur disponibilité sur l'ensemble du territoire. Cette visite a essentiellement ouvert un cadre de dialogue public-privé, aujourd'hui institutionnalisé et renforcé pour le bonheur des Maliens et l'atteinte des objectifs fixés par le président de la transition qui dirige le Mali depuis 5 ans. Lancement des activités de l'Association malienne pour le droit et les renouveaux de la justice AMDRJ. Cette association vise à rapprocher les citoyens de la justice tout en favorisant la compréhension de ceux-ci sur la matière judiciaire. Une conférence de presse dont le thème porte sur les enjeux et perspectives de la lutte contre la cybercriminalité au Mali a servi de cadre de lancement. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités de cette association. Reportage Mamadou Fani. Les besoins d'une justice équitable et pressants face à certaines dérives des usagers de la nouvelle technologie et certaines décisions de justice échappant à la compréhension du citoyen. L'Association malienne pour le droit et le renouveau de la justice se veut un trait d'union entre cette justice et le citoyen, d'où le lancement de ces activités. L'AMDRJ est le fruit d'une réflexion d'hommes et de femmes convaincus que le droit et la justice ne sont pas une affaire des seuls professionnels de ces magistrats, mais qu'ils sont avant tout une affaire de citoyens. Pour répondre à ces besoins, pour aider à combler ce fossé, l'AMDRJ a ainsi été mis sur les fonds baptismaux. La lutte contre la cybercriminalité au Mali, enjeux et perspectives. C'est le thème de cette conférence inaugurale des activités du lancement de cette association. La thématique retenue pour la conférence de lancement des activités de l'AMDRJ porte sur la cybercriminalité, qui est un sujet d'actualité, de société et d'intérêt pratique considérable. Il importe cependant de relever que l'utilisation malveillante des réseaux sociaux peut entraîner des conséquences très graves. Il en est ainsi de certaines personnes qui utilisent les nouvelles technologies pour lancer des cyberattaques ou les discrédits contre des gouvernements, des entreprises ou des particuliers. Dans ce contexte, chacun doit prendre conscience de ce qu'il doit et peut apporter à la société. Le lancement des activités de l'Association malienne pour le droit et le renouveau de la justice a été salué par le ministre de la Justice qui y voit ainsi une contribution pour que la justice soit accessible à tous. Elle rêve d'intégrer l'élite administrative du pays. Mercredi dernier à Bamako, 320 candidats ont entamé une formation intensive en vue de concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Et c'est l'école Mamadou Diarra H de Médina Koura qui a accueilli cette session marquée par la visite conjointe de 3 ministres, ceux de la promotion de la femme, de l'éducation nationale et de la fonction publique. Cette initiative du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille vise à améliorer les taux de réussite des femmes au concours de l'ENA. Reportage Moussa Kamara et Abou Kouni.
Elles sont 330 retenues, déterminées, prêtes à conquérir les bancs de l'École nationale d'administration. Pendant 2 semaines, ces candidates bénéficient du cours de soutien intensif pour affronter les épreuves techniques du concours d'entrée à l'ENA. Nous sommes là pour réaffirmer davantage le soutien des plus hautes autorités auprès des filles candidates et femmes dans le cadre de la promotion de la femme au sein de l'administration. Donc, ces filles ont passé à l'épreuve de culture générale. On est presque en fin de renforcement, des cours de renforcement pour l'épreuve technique qui aura lieu le 31 août. Parce qu'il nous faut aussi beaucoup de cadres féminins pour dire que le gouvernement soutient la promotion des femmes. Ça veut dire qu'il faut doubler d'ardeur et de courage, attacher encore davantage la ceinture, veiller un peu plus davantage la nuit pour bien réviser. De son côté, l'encadrement pédagogique insiste sur l'importance d'un suivi personnalisé et exigeant. La formation s'articule autour de différentes corporations, inspecteurs des services économiques, inspecteurs des douanes, inspecteurs du trésor, entre autres. L'objectif recherché, c'est de renforcer les capacités de ces dames auditrices à pouvoir réussir le concours. Du côté des candidates, la motivation reste intacte. L'initiative, elle est vraiment salutaire parce que nous qui n'avons pas assez de temps pour préparer efficacement le concours, donc cette opportunité nous permet de nous renforcer sur les épreuves techniques, les techniques de dissertation et aussi les bonnes manières pour pouvoir traiter les épreuves techniques. Entre ambition personnelle et soutien institutionnel, ces femmes tracent leur voie vers l'excellence. Une délégation du département de la santé et du développement social conduite par le secrétaire général s'est rendue ce matin à l'association de santé communautaire de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. Les visiteurs du jour étaient venus voir le dispositif mis en place pour la prise en charge des cas de paludisme. Sorona Kamisuku et Sambou Diakite étaient de la visite. L'association de santé communautaire de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, effectue en moyenne 100 consultations par jour, dont environ 70% relèvent des cas de paludisme, une maladie endémique dont la prévalence connaît une légère hausse pendant la saison des pluies. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette visite d'une délégation du département de tutelle conduite par le secrétaire général. Nous sortons très satisfaits de ce que nous avons vu. En matière de prise en charge, nous voyons bien que les services sont organisés. La particularité, c'est qu'on a un laboratoire qui permet de faire ce qu'on appelle le diagnostic positif du palu en ce moment. Et avec un bon système de référencement par rapport au labo, ils font les examens simples. Et quand on prend les services de vaccination, nous savons bel et bien que c'est la prévention en tout cas qui prône chez nous. Et nous avons vu comment la communauté même est organisée. À l'association de santé communautaire de Niamakoro, selon la première responsable, toutes les conditions sont réunies pour faire face à la demande. La prise en charge du palu est faite correctement selon le protocole national. Et il y a la disponibilité des médicaments aussi, que ce soit palu simple ou palu grave. Le CESCOM est très bien fréquenté, puisque nous travaillons avec nos femmes leaders et les personnels aussi sont motivés, dynamiques. Nous tenons ici, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, féliciter, encourager les prestataires et les dire encore une fois de renforcer l'accueil, de renforcer la prise en charge et de tracer le circuit des malades pour que réellement les malades ne puissent pas souffrir et de rendre disponibles encore une fois les médicaments et d'être communiqués avec la population. L'initiative du département vise à renforcer le système de surveillance dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Mali, surtout en cette saison des pluies. Fin de formation pour une trentaine d'agents de la présidence de la République. Pendant 3 jours, ils ont été édifiés sur les droits et obligations des agents de l'administration publique. Aussi, un rappel sur l'éthique et la déontologie. Le but est de bâtir une administration présidentielle exemplaire. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Qui parle d'une administration plus performante parle de ressources humaines bien formées. Un objectif qui s'est désormais fixé, la présidence, à travers la formation de son personnel. Une trentaine d'agents viennent ainsi de boucler une formation de 3 jours sur les droits et obligations des agents de l'administration publique de la présidence. Je peux attester que
Ce sont des agents qui ont la volonté de bien faire. Ils ont la volonté de se parfaire. Et comme vous êtes fort heureusement dans une dynamique de formation des agents, ce serait bien de leur faire profiter d'autres choses. Et ça ne contribuera véritablement qu'à édifier une présidence encore plus moderne, plus performante, parce que tout part de là. J'encourage chacun d'entre nous à mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation. Soyons des ambassadeurs des droits et des valeurs que nous avons défendus ensemble. N'oublions jamais que chaque geste compte et que c'est par nos actions individuelles que nous construisons un environnement de travail respectueux et éthique. Cette formation se veut aussi un moyen de rappeler à ses agents l'éthique et la déontologie. Elle était également basée sur une vision, celle de bâtir une administration présidentielle exemplaire. L'administration présidentielle est le cœur stratégique de l'État. Elle se doit d'être irréprochable, proactive et au service de l'intérêt général. Je vous invite donc à cultiver l'exemplarité et à faire preuve d'un professionnalisme constant. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie, à faire de la connaissance de vos droits et devoirs un levier de transformation positive et à incarner les valeurs de probité, de respect et de service public. La remise des attestations aux récipiendaires, celle d'une plaquette de la chancellerie aux formateurs par le grand chancelier des ordres nationaux, sont autant de faits qui ont rehaussé l'éclat de la cérémonie de clôture de cette formation. L'atelier de concertation sur la mise en place de la certification et de la signature électronique au Mali se poursuit à Bamako. Les experts du Mali et ceux des autres pays dont le Burkina Faso mettent l'accent sur les avantages de la signature électronique et son apport pour la gouvernance publique et la sécurisation des données. La rencontre de Bamako vise à lancer les bases pour rendre effectif l'adoption de la signature électronique au Mali en début d'année 2026. Batraoré nous parle de l'importance du nouveau dispositif. C'est une grande avancée dans le cadre de la modernisation de l'administration. La signature électronique des documents va bientôt prendre la place de la signature manuelle, ce qui va assurer une meilleure sécurisation des données. Le dispositif de changement est en cours et, comme dit l'adage, qui veut aller plus loin ménage sa monture. À terme, il s'agit vraiment de sortir de cet atelier et de progresser rapidement vers l'acquisition de l'infrastructure à clé publique pour que le Mali vraiment entre dans le concert des nations en termes de signature électronique. La certification et la mise en place de la signature électronique présentent plusieurs avantages qui permettront à l'administration de gagner en efficacité. La nouvelle tendance, c'est l'abandon du papier physique. Et zéro papier dans l'administration, ça demande une transformation structurelle déjà de notre administration. Et cette transformation va avoir beaucoup d'impact. D'abord, réaliser des économies d'échelle sur tout ce qui est coût d'imprimerie, lié à l'impression des documents aussi, les cartouches d'encre, les imprimés, les pré-imprimés, c'est-à-dire les différents formulaires pour les procédures. Mais également va améliorer l'efficacité de notre administration en termes de performance. Et ça permet également de renforcer la traçabilité des documents. En clair, il s'agit d'une pratique qui favorise la gouvernance publique et protège le citoyen selon le spécialiste. Nous allons finalement mettre en place un système dans l'administration qui va permettre que les documents ne pourront pas être violables. Ça va garantir l'intégrité des différents documents. Donc ça va améliorer la sécurité, la performance, la redevabilité aussi. Certains pays de la sous-région s'inspirent de la même innovation et font front commun avec le Mali pour la mise en place de la signature électronique. Il est important de pouvoir instaurer un climat de confiance pour l'usage de ces services. Donc, d'où l'intérêt des travaux en cours. Et cela permettra bien sûr pour chacun de ces pays de pouvoir renforcer la sécurité et pourquoi pas de mutualiser un cadre de confiance peut-être pour l'espace AES. La rencontre de 3 jours doit aboutir à des recommandations en vue du lancement effectif de la signature électronique au Mali en début d'année 2026 selon la directrice du service de certification et de signature électronique.
72e session ordinaire du conseil d'administration des aéroports du Mali. C'était ce matin. Les travaux étaient axés sur la réalisation du budget à mi-parcours et l'évolution du trafic aérien. Les administrateurs ont débattu également du réaménagement de certaines rubriques du budget d'investissement. La cérémonie était présidée par le directeur général, le colonel Lassina Togola, également président du conseil d'administration, Mohamed Kayantao, et Abdoulaye Samake pour le compte-rendu. Inauguré en juin dernier, les nouveaux sièges de la société Aéroport du Mali, ADM, abrite pour la première fois le conseil d'administration de la structure dont la mission principale est d'assurer la gestion commerciale des aéroports et la coordination des activités sur les plateformes aéroportuaires. C'est une session qui tombe à point nommé, c'est pour faire l'état d'évolution des activités déjà menées. Et ensuite, pouvoir donner aussi des orientations nouvelles pour la suite de l'année, pour l'atteinte des objectifs fixés pendant 2025. Pour cette 72e session à mi-parcours, le président directeur général, non moins président du conseil d'administration des aéroports du Mali, étale les grandes réalisations des 6 derniers mois. Au 30 juin 2025, l'exécution du budget se présente comme suit. Les produits d'exploitation, nous sommes aujourd'hui à 49%. Les charges d'exploitation, nous sommes à 49% également là-bas. Et les résultats d'exploitation, nous sommes à 53% du résultat global qui est estimé au 31 décembre 2024. Et pour ce qui concerne les investissements, nous sommes aujourd'hui à 43% qui sont réalisés pour cette année 2025. Les administrateurs ont mis également cette session à profit pour débattre du réaménagement de certaines rubriques du budget d'investissement qui n'aura aucune incidence financière. Nous avons estimé d'abandonner un certain nombre de réhabilitations des passerelles parce que nous avons récemment changé 2 passerelles de mode électrique en mode hydraulique qui sont maintenant opérationnelles, ce qui a augmenté le taux de disponibilité des passerelles. Donc il y avait une rubrique qui était prévue pour réévaluer 2 autres passerelles. Nous avons décidé de mettre fin à ça et de réinvestir ce budget dans un autre domaine, à savoir la rubrique des téléafficheurs. Vous avez, pour essayer d'améliorer davantage les informations qui sont affichées sur les rubriques, et aussi les équipements d'effectifs du système d'enregistrement et embarquement du terminal D, parce que nous avons constaté depuis le début de l'élevage un certain nombre de désagréments à ce niveau. La rigueur de la quinzaine d'administrateurs est sollicitée pour permettre à ADM d'atteindre les principaux objectifs avant le 31 décembre prochain. Bonne nouvelle dans la fourniture de l'eau potable dans la région des Sangs. C'est là à travers l'inauguration de 8 forages offerts par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Ces adductions d'eau réalisées à des points stratégiques viennent soulager des milliers de citoyens à la recherche du bien-être. Le ruban inaugural a été coupé au site du forage numéro 467 6 à 100 Lafiabougou par le directeur de cabinet du gouverneur de la région. 200 les précisions avec Adrissa Koni. Le général d'armée Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, vient encore déposer des actes concrets à San. Il s'agit de la réalisation de 8 forages, dont 5 dans la commune urbaine de San, respectivement au niveau du CSCOM central de Santoro, du lycée public Yacouba Traoré, dans les quartiers Amdalaï, Bougoudara et Lafiabougou, 2 à Tominia, à l'école fondamentale Sobois Pierre Diara et le lycée public, et enfin 1 à Yangasso. C'est le site du forage numéro 467-6 à San Lafiabougou qui a servi de cadre à la cérémonie. Forage avec des panneaux, ça veut dire que le jour où il n'y aura pas d'électricité, nous ne manquerons pas d'eau. Qui donne de l'eau donne la vie. Donc aujourd'hui, le président de la transition nous a donné la vie et continue de nous donner la vie parce qu'à travers vraiment ces œuvres sociales-là, à travers vraiment ces adductions d'eau sauvère, toute la population des Sangs bénéficiera de ça. Ces 8 réalisations complètent à 17 le nombre de forages exécutés dans la région de 2022 à nos jours. Je voudrais me faire le devoir de rappeler d'autres réalisations à travers les œuvres sociales de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. La dotation de tous les hôpitaux de Bamako et 12 CESCOM en plaques solaires. 75 ambulances mises à la disposition des centres de santé de référence tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Pour l'entretien de ces forages qui viennent d'être inaugurés, des comités seront mis en place pour y veiller.
Dans la cité des rails, 3 projets financés par le programme spécial d'aide aux associations et aux fondations PSAF du gouvernement du Mali ont été lancés. Ils permettront le renforcement des capacités humaines et sociales, la valorisation des savoirs et l'émancipation des femmes et des jeunes. Kabadjara. Ces projets, bien que distincts dans leur mise en œuvre, convergent tous vers un même objectif: renforcer la citoyenneté, promouvoir la culture et assurer l'autonomisation des femmes dans nos cercles, à savoir Kaï, Bafoulabé et Yélémané, pour une durée de 9 mois, pour un montant total d'environ 36 millions de francs CFA par le programme spécial d'aide aux associations et aux fondations PSAF du gouvernement du Mali. Ces 3 projets, il s'agit déjà dans un premier temps de l'initiative Académie de la citoyenneté et de la culture, qui est dédiée aux populations du cercle des Cailles. Donc une initiative dans laquelle il va y avoir des sessions de formation, des panels de discussion, des visites avec les autorités, des visites des sites touristiques. Le 2e et le 3e projet sont dédiés également aux femmes et aux jeunes. Nous demandons aux bénéficiaires, ceux qui ont eu la chance, de s'impliquer beaucoup dans ce projet-là afin que ce soit une réussite. Au cours de la cérémonie de lancement, le représentant du gouverneur a souligné que ces 3 projets ne sont pas que de simples initiatives. Ils traduisent une vision, celle d'un Mali qui mise sur sa jeunesse, sur ses femmes et sur les valeurs culturelles pour construire un avenir de paix et de prospérité. Un slam pour magnifier les femmes et les jeunes, la présentation du trophée des championnes du Mali de handball aux autorités régionales ont constitué les temps forts de cette cérémonie de lancement du PSAF dans la capitale des rails. L'actualité AES nous conduit tout d'abord au Burkina Faso, où le Premier ministre Hélène Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé en début de semaine un séminaire gouvernemental consacré à la transformation digitale, placé sous les thèmes en route pour 2030. Dans son allocution d'ouverture, le chef du gouvernement a rappelé l'importance du numérique et de l'intelligence artificielle pour l'avenir du Burkina Faso. Le point de la rencontre avec Fanta Ouattara. Les enjeux de la transformation digitale au cœur de ce séminaire gouvernemental. Les travaux s'articulent autour de 3 points majeurs: l'orientation de la transformation digitale au Burkina Faso, l'intelligence artificielle et le bilan de la mise en œuvre du circuit intégré des missions à l'intérieur et à l'extérieur. Dans un processus sur instruction du camarade président, Capitaine Ibrahim Traoré, de dématérialisation de beaucoup d'actes administratifs pour plus de célérité, plus de transparence. Mais aujourd'hui, il est clair que l'intelligence artificielle, que beaucoup qualifient de nouvelle révolution industrielle, nous impose de pouvoir donc très rapidement nous mettre à niveau pour être des acteurs et non pas pour subir. Tout en reconnaissant que l'intelligence artificielle peut susciter des appréhensions, le Premier ministre insiste sur les immenses opportunités qu'elle offre. Le tout, c'est de savoir aujourd'hui donc faire en sorte de pouvoir avoir une bonne politique en la matière, miser sur la formation, l'équipement et surtout faire en sorte que nous ne subissions pas, mais plutôt que nous puissions tirer donc le meilleur parti de cette nouvelle révolution industrielle qui va certainement redéfinir nos modes de travail dans tous les domaines. La vision affichée, doter le Burkina Faso d'ici à 2030 d'une couverture nationale élargie en réseau de communication électronique de qualité, ainsi que de services numériques et postaux sécurisés, répondant efficacement aux besoins des populations. Pour atteindre cet objectif, 12 chantiers structurants sont identifiés, parmi lesquels 0 cache dans les services publics, 0 infrastructure critique non protégée, une identité digitale pour tous. Au Niger, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a procédé hier à Niamey à l'inauguration du tout nouveau bâtiment annexe de la cellule nationale de représentation et d'assistance technique. Le colonel Mahaman El Ousmane a par la suite rendu hommage aux représentants résidents et directeurs pays du Fonds international de développement agricole FIDA en fin d'émission au Niger. Compte rendu Ramatou Adamou et Isaka Issa.
70 692 422 francs CFA est le coût global de ce bâtiment construit sur une superficie de 200 mètres carrés en R+1, doté de toutes les commodités nécessaires. Il est composé de 11 bureaux et de 2 halls visiteurs. Réalisé sur fonds propres de l'État, ce bâtiment est une matérialisation effective de la contrepartie numéraire de l'État dans le financement des activités du programme de développement de l'agriculture familiale dans les régions de Maradi, Tawa, Zender et Dosso. En offrant à la CNRAT et plus globalement aux équipes de mise en œuvre ce joyau, vous matérialisez ainsi les bases d'une collaboration fondée sur le respect et la souveraineté entière de l'État sur certaines composantes de sa coopération avec son partenaire, en l'occurrence le FIDA. Après la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a par la suite rendu un hommage à Eric Rouabidadi, représentant résident et directeur pays du FIDA pour ces 2 années passées au Niger en faveur du développement agricole. Le FIDA a été un maillon important, crucial pendant ce moment et continue de l'être. Vous avez été un des défenseurs également de l'accord additionnel que vous avez négocié au nom du Niger. Aujourd'hui, après la Banque mondiale avec le projet PACIPA d'$1 milliard, le FIDA est le 2e partenaire stratégique dans le domaine de l'agriculture. C'est important de le dire, vous avez été un artisan. Eric Rouabidadi a à son tour remercié le gouvernement du Niger pour l'accueil chaleureux dont il a bénéficié tout au long de son séjour. Le FIDA reste, mes collègues sont là. Je voudrais vous assurer, Excellence, qu'il y aura une transition facile. Et puis moi, je pars avec un cœur fier d'avoir été au Niger, un pays d'accueil qui m'a bien accueilli. Le partenariat entre le FIDA et la République du Niger existe depuis 45 ans. Preuve de fidélité, d'engagement et de résilience aux côtés des producteurs, renforçant ainsi leur résilience et permettant un développement durable en milieu rural. Le gouverneur du district 403A du Lions Club a visité ce matin l'Institut ophtalmologique tropical de l'Afrique IOTA et le centre diabétique. Objectif, s'enquérir de la situation des dites structures dans le cadre d'un partenariat de longue date. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette visite, nous dit Maïmouna Doumbia. L'Institut ophtalmologique tropical de l'Afrique IOTA est un partenaire important pour le Lions Club. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite. Ainsi, le directeur de l'IOTA a présenté sa structure aux visiteurs du jour. Il y ressort que l'IOTA fait face à des difficultés liées aux ressources humaines et matérielles. Le statut IOTA est à l'étroit. Notre perspective, c'est de faire tout pour que, en tout cas, nos installations puissent rester viables. Donc, dans ce sens, il faut renforcer, en tout cas, les compétences à tous les niveaux, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan des ressources humaines. Le gouverneur du district 403A reconnaît les efforts faits par le personnel de l'IOTA pour faciliter l'accès aux populations africaines. Il promet de poursuivre le partenariat avec l'IOTA. Nous sommes toujours là pour accompagner l'IOTA parce que l'IOTA fait d'énormes efforts pour combler ce fossé et aussi pour prendre en charge toutes les maladies cécitantes ici au Mali et un peu partout en Afrique. Après l'IOTA, la délégation s'est rendue au centre diabétique. Au-delà des acquis, Dr Legbib Boukanem n'a pas manqué d'exprimer d'autres besoins aux responsables de Lions Club. Le gouverneur dit avoir pris bonne note de ses préoccupations et s'engage à accompagner le centre. Partout où il y a un besoin, il y a un lion, dit-on. Nous sommes là dans l'accompagnement tout le temps. Nous ne savons que servir. Servir aujourd'hui, servir encore et servir toujours. Il faut noter que le gouverneur du district 403A et sa délégation ont visité les salles de formation et des soins des différentes structures.
À l'heure où les défis sanitaires persistent dans les zones les plus reculées du pays, le Mali mise sur une refonte ambitieuse de sa stratégie des soins essentiels dans la communauté Les SEC. Un atelier national de haut niveau s'est tenu à l'hôtel Salam de Bamako, mobilisant institutions étatiques, partenaires techniques et financiers. Objectif, adapter les réponses sanitaires aux réalités du terrain tout en renforçant la résilience du système communautaire de santé. La rencontre a aussi enregistré la participation de pays amis comme le Burkina Faso et le Sénégal. Une initiative portée par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Reportage Moussa Kamara et Adama Traori. Face à la complicité des défis sanitaires, une réponse s'est construite désormais au plus près des communautés. À Bamako, des voix se sont élevées, des idées se sont croisées et surtout une volonté commune s'est affirmée, celle de rapprocher les soins essentiels de la communauté afin qu'aucun Malien dans les zones les plus éloignées ne soit laissé pour compte. Cet atelier n'est pas une simple rencontre technique, il est une opportunité pour repenser, harmoniser et adapter notre stratégie communautaire à la lumière des réalités actuelles, des innovations disponibles et des engagements internationaux, notamment en matière des ODD et de couverture universelle. Experts nationaux, acteurs de la société civile, représentants des collectivités, ONG et partenaires techniques et financiers planchent sur les piliers fondamentaux de cette stratégie. Parmi les priorités, la formation et la supervision des agents de santé communautaire, le financement durable, l'implication des communautés et la gouvernance locale de la santé. Ce que nous construisons ici dépasse le cadre d'une stratégie. C'est un véritable pacte social, une promesse collective. Que cet atelier marque le début d'une nouvelle ère pour la santé communautaire au Mali, une ère de reconnaissance, de participation et d'innovation. Selon le secrétaire général du ministère en charge de la santé, cet atelier constitue le point de départ d'une nouvelle dynamique. Durant ces 5 jours, je vous invite donc à faire preuve de rigueur, d'ouverture et de créativité, de diagnostic approfondi, d'identification des leviers d'amélioration et de formulation des recommandations concrètes, d'élaboration d'une feuille de route claire et réaliste. Voilà les jalons que nous devons poser ensemble. Car en matière de santé communautaire, chaque minute compte et chaque vie aussi. Dans la cité des Balanzons, les responsables des structures d'enquête et de poursuite mutualisent leurs efforts dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est à la faveur d'un atelier. L'initiative est de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Reportage Kandisila et Bassi Traori. Les concepts de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif national en matière de lutte, l'utilisation de renseignements financiers et la coopération sont entre autres thématiques de cet atelier de formation. Une initiative multi-acteurs pilotée par la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF Mali et qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux structures de gouvernance. Le Mali a mis en place un dispositif institutionnel qui comprend la CENTIF et d'autres structures, qui est aujourd'hui considéré comme techniquement conforme. Et le Mali aussi, en rapport avec les structures internationales comme le groupe d'action financière qu'on appelle le GAFI, donc a mis en œuvre un certain nombre de mesures qui renforcent son efficacité aujourd'hui et ça a été reconnu. Le renforcement des capacités est plus que jamais crucial car les défis auxquels notre pays est confronté, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, exigent des compétences pointues et une adaptation constante aux nouvelles réalités. Les participants, composés des représentants des structures d'enquête et de poursuite, mettront de jour à profit pour harmoniser les points de vue sur ce fléau qui impacte négativement le développement. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas seulement des crimes financiers abstraits. Ce sont des armes invisibles qui alimentent les mafias, nourrissent la corruption et financent les groupes terroristes qui ensanglantent nos nations. Au maire de Ségou de saluer cette initiative qui, selon Nouhoudjara, concourt à raffermir la bonne gouvernance, la justice et la sécurité au Mali.
Le RTM vous propose dans nos programmes ce soir votre magazine 52 minutes pour savoir. Ce 4e numéro met la lumière sur la filière lait, la production du lait local et sa transformation. C'est un sous-secteur qui occupe beaucoup d'éleveurs, qui est très porteur même s'il reste peu exploité. Rien qu'à Bamako et environ, ce sont plus de 17 000 litres de lait local qui sont produits par jour. 52 minutes pour savoir est une émission présentée par Sira Batili et réalisée par Imofri Sanou. Suivons un extrait. Des initiatives se sont multipliées pour booster la production de lait à Bamako comme à l'intérieur du pays. Ainsi, des fermes agro-pastorales ont poussé comme des champignons dans les zones périurbaines de la capitale. Donc j'aime l'élevage, donc j'ai commencé en 2003. Donc j'avais des métis là, après j'ai acheté les vaches morts, je l'ai inséminé avec de Holstein et que là j'ai eu beaucoup de métis. Le corps de métier au début c'était vraiment l'élevage laitier, mais compte tenu des difficultés que nous rencontrons dans l'élevage laitier, on a légèrement glissé vers l'élevage producteur de viande. Chaque matin, une soixantaine de livreurs arrivent ici à moto, à vélo ou même à pied pour ravitailler le centre. À suivre après ce journal 52 minutes pour savoir, une présentation de Sira Batili. Et c'est ce qui met également un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement,